y a une chose qui me frappe, là, moi, personnellement, à quel point il y a des tranches d'âge où ça change tout. En fait, Christophe Chaffardon parlait des très jeunes. Camille Jutan, qu'on retrouve à l'écran, nous parlait de le point de bascule, le 8-9 ans, dans le rapport avec le parent. Le Centre des sciences de Montréal, qui se spécialise sur les 8-14 ans. 13-17 ans pour Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et on s'aperçoit à quel point, chaque fois, quand vous décrivez ces réalités, à quel point c'est juste quelques années, mais mon Dieu, les contextes et les façons de s'adresser aux enfants et aux adolescents sont différents. À mon avis, nos centres doivent développer aussi la confiance en soi, l'estime de soi de tous ces jeunes. Et qu'ils aient 5 ans, 10 ans ou 14 ans, on voit bien qu'il y a toujours un problème autour de son estime. Par rapport, nos thématiques scientifiques, bon, tu parlais du nul en maths, bon, combien on peut en avoir qui arrivent en se disant, bon, de toute façon, les sciences, c'est pas pour moi, bon, l'espace, c'est trop compliqué, les maths. Et quel que soit l'âge, en fait. Et donc, si on peut proposer des expériences de médiation, qu'elles soient numériques ou pas, mais qui soient réussies, et on fait tout en sorte pour qu'elles soient réussies, et même quitte à biaiser un petit peu pour que ce soit réussi, et qu'en sortant de nos centres, le jeune visiteur, il est regonflé, quoi. Il se dit, oui, je suis capable de faire ça, c'est exactement ce que tu dis, je suis capable de faire ça, et ça, il me semble que c'est pour tous les âges valable, en fait, donc il n'y a pas de différenciation par rapport à ça. Et d'où les jeux aussi, qui eux-mêmes doivent être réussis. À quoi bon arriver à l'échec quand on vient dans un centre comme le nôtre? On n'évalue pas, c'est l'école qui évalue, notre rôle n'est pas d'évaluer. Donc, voilà. Mais ça, c'est un défi, en fait, puis c'est une des choses qu'on s'est rendu compte avec le temps, parce que souvent, quand on fait un jeu, on veut que ce soit quand même un peu difficile. Et puis, donc, ce qui nous semble des fois difficile ou facile n'est pas nécessairement pour le visiteur ou l'utilisateur, et d'où l'importance, en fait, de tester rapidement, d'arriver rapidement en prototype pour pouvoir mesurer le niveau de difficulté, puis faire augmenter de façon très graduelle le niveau de difficulté pour favoriser le sentiment de compétence, justement. Et ça, les premiers jeux qu'on a faits, la courbe de difficulté, elle montait trop rapidement, puis on se décourage parce que là, on a l'impression qu'on n'est pas bon, on est nul. Mais ça, c'est un art qui arrive uniquement quand on se donne le temps de sortir une version prototype très rapidement, puis de le raffiner. Oui. Benoît Mignot? Oui, en fait, j'allais dire que ce qui est important quelquefois, c'est de penser que c'est un lieu de décrochage et de raccrochage qu'il faut offrir. On a souvent peut-être des intentions qui sont nobles de vouloir offrir quelque chose qui va être structuré, puis on va avoir des beaux principes éducatifs qui sont en place, puis oui, c'est important. Oui. Mais fondamentalement, la plupart des jeunes sont à l'école toute la semaine. Et donc, ils n'ont pas le goût d'assister à une conférence ou d'avoir l'impression qu'il y a vraiment une espèce de trame extrêmement serrée qui est en arrière. Donc, le concept de pouvoir décrocher est important. Le raccrochage, je le vois plus dans le sens que, quelquefois, sans s'en rendre compte, ils vont apprendre quelque chose ou ils vont faire des liens entre des choses qu'ils apprennent à l'école, par exemple, et ce qu'ils font concrètement au moment de l'activité. Peut-être que ça ne les ramènera pas à l'école, peut-être qu'ils ne vont pas devenir de futurs savants, mais ils vont découvrir de nouvelles avenues, ils vont s'intéresser à certaines choses, et je pense que c'est ce qui est fondamental pour le jeune en question. On lui crée un environnement, et il se retrouve à l'intérieur de cet espace-là. Oui. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a des micros dans la salle, ils sont là pour vous. Encore une fois, comme pour toutes les autres participations précédentes, levez-vous, venez entrer dans la discussion, vous êtes les bienvenus. Et Camille, n'hésitez pas à me dire, Diane, je veux ajouter quelque chose. Alors, je vous écoute. Oui. Oui. Je trouve que ma tête est très, très grosse sur cette question. Je vous rebondir juste sur effectivement ce qui vient d'être dit, qui est extrêmement important sur la question de la confiance et de l'estime de soi. Et c'est certainement, selon moi, un des plus beaux bénéfices du jeu et de l'activité ludique, c'est qu'elle légitime et elle rend possible, normal et même tout à fait favorable, l'échec. C'est-à-dire le fait d'essayer de faire une erreur, et parce qu'on a fait une erreur, de pouvoir réessayer, recommencer, c'est le principe même justement d'un jeu réussi, c'est-à-dire qu'on réessaye, on recommence, etc. et on le refait plusieurs fois. Et l'échec, je sais qu'en France on a un problème avec la culture de l'échec, l'échec devient un jalon
dans l'appropriation des connaissances et dans la découverte, en fait, voilà, de soi et des savoirs. Et ça c'est une chose qui me semble vraiment très intéressante quand on met du jeu en situation de médiation. En fait, c'est retirer l'élément négatif qui est là à l'échec. L'échec devient tout simplement une étape, tout simplement à l'intérieur d'un processus continu, et ça va m'amener à quelque chose. Contrairement à, mon Dieu, si je rate, c'est fini. Ma vie va être finie, je vais rater mon année, je ne survivrai pas, et je vais être la risée de tout le monde en plus. J'aimerais maintenant vous amener à des préoccupations qu'on entend souvent. Est-ce qu'il n'y a pas une surenchère de numérique autour des enfants? Les enfants baignent dans le numérique avec les tablettes à la maison, les téléphones intelligents, tout ça. Peu importe l'endroit où ils vont aller, il va finir par y avoir un écran tactile de quelque chose ou une expérience quelconque, parce que ça aide justement à l'apprentissage, c'est amusant, c'est ludique, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi pour un enfant de s'amuser et d'apprendre que le numérique? Là, je me fais l'avocate du diable parce que le numérique est très utile, mais dans la période de la vie d'un être humain qui est l'enfance, est-ce que c'est pertinent d'avoir autant de numérique? Alors, justement, par rapport à ce que je vous ai montré à la fin, qui sont des ateliers donc, scolaires et bientôt grand public, qui sont proposés, vous avez vu, il y a l'usage de tablettes numériques. Et quand on a fait beaucoup de prototypage, on prenait 7 ou 8 élèves qui étaient dans la Cité de l'Espace, on demandait à l'instit, on ne peut pas les garder là une demi-heure avec nous, puis on testait nos dispositifs. Et en fait, on a donc des tablettes qui proposent des didacticiels, souvent des protocoles vidéo qui sont tournés, là, sur lesquels donc l'élève peut revenir en arrière pour comprendre ce qu'il y a à faire. Et puis ce qu'on veut, nous, c'est économiser un maximum de charges cognitives pour maximiser le temps sur les expériences scientifiques. Parce que c'est ça qu'on veut, c'est qu'ils fassent des expériences réelles. Parce que les sciences, c'est ça, c'est du réel. Et ce qu'on s'est aperçu lors des protos, c'est qu'on se disait, voilà, les tablettes, bon, bah, ils vont tous foncer dessus, ils vont vouloir sortir du truc, ils vont vouloir... Et puis en fait, mais pas du tout, quoi. C'est-à-dire que la tablette qui était sur la table, à côté des maquettes et des instruments et des objets qu'on proposait pour faire des expériences, bon, la tablette, bon, bah ouais, ok, une tablette, alors ouais, ils savent bien sûr comment ça marche, on regarde, voilà, quoi, mais on fonce sur tout ce qui est expérimental, objet, et c'est ça vraiment qui les attirait, et c'est ce qu'on souhaitait. Hein. Et pour eux, enfin, je veux dire, ils ont très bien intégré que la tablette, dans ce cas-là, c'est un support, une aide, voilà, qui va leur faire peut-être gagner du temps. Je ne sais pas s'ils vont jusqu'à cette analyse, mais bon, voilà, c'est pas du tout la fin en soi. Par contre, pour nous, c'était vachement intéressant parce que ça nous permettait, encore une fois, de gagner du temps par rapport à des didacticiels qui auraient pris plus de temps à la lecture, par exemple, avec les difficultés de lecture, enfin, tout ce qui va derrière. Donc, je pense qu'en fait, ils sont assez matures par rapport à ça. Et les tablettes, bon, bah oui, pour jouer, mais pour travailler, on préfère quand même encore, je pense, et moi j'y crois, faire des vraies expériences avec des vrais objets, être dans le réel, et puis on complémente tout ça, il n'y a pas d'opposition. Je vais dans le même sens. Je pense qu'à Génie autochtone, avant, pour moi, le numérique, on l'associait beaucoup à un ordinateur sur une table, là, une bande qui diffusait du contenu, puis on interagissait. Alors que de plus en plus, le numérique, il prend tellement de formes différentes avec des objets connectés, justement des couches qui vont par-dessus la réalité, les objets, on a le jeu du harpon, c'est un objet, les gens ils touchent un vrai harpon puis ils doivent pêcher des poissons numériques, puis ça nous permet de passer des notions plus complexes, que ce soit des valeurs ou des notions en sciences, mais de façon ludique. Puis je pense qu'on est en tout cas, je trouve ça super trippant, là, ce temps-ci, de voir comment le numérique, il prend des formes qui se transforment tout le temps. Oui. C'est que je pense à nous, comme concepteurs, de bien doser, de bien choisir les moyens. Il y a des questionnaires papier qui font très bien leur travail. J'ose croire que le numérique, on est capable d'aller au-delà de ça, puis d'utiliser, en fait, l'industrie du jeu vidéo, bien, ils ont des grands moyens, mais je pense qu'ils nous aident à trouver toutes sortes de stratégies dont on peut s'inspirer. Puis c'est des codes que les jeunes connaissent très bien. Donc, je pense que c'est à nous de vraiment choisir quel est le message et quel est le meilleur moyen pour passer notre message. Ouais, moi aussi, je vais dans le même sens. Donc, c'est vraiment l'intégration de réel et virtuel, moi, qui me stimule beaucoup. Et parfois, on part du réel, dans le cas de Harpon, pour enrichir avec le virtuel, mais parfois, ça peut être l'inverse. Dans des parcours, on a fait des parcours numériques dans des musées et en nature, avec le musée de l'ingéniosité Germain Bombardier, avec le parc de la Rivière des Mille-Îles, notamment. Et là, dans ce cas-ci, on est avec un mobile ou avec
avec une tablette, mais l'objectif, le gameplay, l'expérience est conçu pour faire lever les yeux de la tablette, faire observer, faire écouter, utiliser ses 5 sens. Il faut de connecter avec le réel. Oui. Ah, voilà. Oui. M. Mignot. En fait, je trouve la question intéressante. Y a-t-il trop de numérique dans ces espaces-là? Je ne suis pas certain que je peux apporter une réponse à cette question-là, mais après tout, il y a la clientèle qui est présente sur place veut utiliser du numérique aussi. Ça fait partie, en fait, de l'éventail des activités qu'on peut offrir. Mais fondamentalement, surtout peut-être une question de choix sur comment on va utiliser le numérique. J'ai des imprimantes 3D. Est-ce que c'est tout simplement que les jeunes sur place peuvent imprimer des trucs? Point final, sans qu'on manipule quoi que ce soit, ou au contraire, même si tu utilises un design qui est déjà présent, l'exigence qu'on va avoir, c'est que tu dois le transformer. Si tu veux imprimer quelque chose qui est déjà préexistant, oublie ça, tu ne pourras pas le faire. Si tu veux imprimer quelque chose, tu vas devoir transformer l'objet numérique pour ensuite pouvoir l'imprimer. C'est des choix en tant qu'institution, avec les personnes qui travaillent sur place qu'on doit faire pour s'assurer justement qu'on ait quelque chose de cohérent qui se mette en place. Tandis que je vous ai au bout du micro, ça me revient encore, l'exemple que vous avez donné. Il y a un attachement entre vos usagers, là, et c'est particulier dans votre cas. Là, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'affection entre les autres publics pour les autres musées, mais dans votre cas, vous, il y a quelque chose de particulier. Ça tient un peu de la maison de jeunes dans le temps, je ne sais pas, là, il y a quelque chose de... Hein? C'est sûr que c'est un petit peu différent parce que dans mon cas, c'est une institution qui est ouverte tous les jours, et donc il y a une espèce de relation organique qui se crée. Ils n'ont pas à payer quoi que ce soit, ils viennent tout simplement, et ça devient une espèce de troisième lieu. Donc, ni la maison, ni l'école, bon, dans ce cas-ci, ni le travail, évidemment. Mais, donc, il y a une relation plus organique qui se met en place, un attachement, ils créent des liens avec d'autres individus, puis on a l'impression d'être chez eux. Puis, en fait, ça me ramène un peu peut-être jusqu'à votre première question, auquel on n'a pas répondu jusqu'à un certain point, à savoir, est-ce que c'est évident en tant qu'adulte de réussir à concevoir des espaces alors que nous ne sommes plus des enfants? Puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièges à l'intérieur de ça, parce que ma vision de l'enfance est peut-être différente. J'ai peut-être aussi une vision magnifiée ou biaisé de ce qu'était mon enfance et de ce que j'aimais. Peut-être que je confonds ce que mes parents ont choisi pour moi avec ce que j'aurais peut-être souhaité moi-même aussi à l'époque. Moi, je pensais qu'ils voudraient de la couleur à l'intérieur des espaces, puis ça a l'air que c'est du blanc. Donc, on a fait des ateliers de conception participative, mais c'est ça l'enjeu, ne pas leur prêter mes propres conceptions de la réalité, dans le fond, puis vraiment les écouter pour déterminer qu'est-ce qui est important. Mis à part la pizza, parce que dans le cadre des ateliers de conception participative, c'est revenu à peu près 800 fois chez tous les groupes. J'avais l'impression que je devais ouvrir un restaurant à l'intérieur. Une pizzeria sur place. Écoutez, je vous remercie de cette remarque-là, parce que ça fait le pont avec la question suivante. L'importance, le rôle des parents et de la famille. On parle des jeunes publics, on parle de bâtir des expériences pour le jeune public. Comment on intègre le parent dans l'expérience? Et Camille Justin nous a illustré par l'image à quel point le parent s'intégrait lui-même dans l'expérience et venait superviser un peu. Mais blague à part, vu qu'on a de la difficulté à se rappeler qu'on était enfant, qu'on était adolescent, qu'on imagine, nous, en tant qu'adultes, les parents, ce que c'est, ce que ça devrait être, on fait quoi quand on veut créer une expérience où l'enfant va vivre quelque chose, mais on veut aussi que le parent soit partie prenante? C'est pas simple non plus, non? Oui, puis effectivement, ça dépend de l'âge des jeunes. Je trouvais très intéressant la présentation au départ. Dans le cas du projet dont je parlais avec le musée de l'ingéniosité chez Armand-Bombardier, l'objectif était justement de rejoindre les familles de jeunes enfants qui sont moins rejoints par l'exposition permanente actuelle, et dans un parcours numérique où les parties prenantes vont y trouver leur compte. Donc, un parent qui va avoir la tablette dans les mains, le mobile dans les mains, qui va lire, qui va transmettre l'information, qui va avoir l'air intelligent auprès de son enfant, qui va poser des questions et qui va amener le jeune à chercher l'objet. Le jeune, lui, le tout petit, il est content de partir à courir, puis de chercher, puis d'utiliser ses sens, puis ensuite de répondre aux questions. Donc, en fait, c'est de réfléchir l'expérience pour que chacun ait un rôle à jouer.
Mais ça dépend de l'âge. Pour les tout-petits, ça fonctionne bien. Oui. C'est vrai que oui, par rapport à l'expérience oui, allez-y, oui. d'activités comme ça expérimentales. Donc encore une fois, nous on est sur des expérimentations scientifiques puisque c'est notre propos. Mais donc quand on a dans des expos temporaires comme actuellement sur les astronautes, on a 7 paillasses d'activités sur des activités expérimentales donc qui durent une demi-heure. Et en fait, on n'attribue pas. On sait que c'est des familles qui vont se mettre autour, ou des gens, des groupes qui se constituent sur l'instant. Mais c'est quand même majoritairement des familles déjà constituées. Mais on n'attribue aucun rôle aux enfants ou aux adultes. En fait, on a des tâches à effectuer, des tâches expérimentales, et en fait, on laisse la famille s'organiser comme elle veut, librement, et c'est ça qui est justement intéressant, c'est qu'on voit des tas de cas de figure complètement différents, parce qu'on n'est pas tous là dans la salle à agir de la même manière avec nos enfants. Hein. Donc, il y en a qui sont plus ou moins directifs, participatifs, c'est comme le management. Hein. Bon, bref. Donc, du coup, là, c'est la même chose, et attribuer en fait un rôle, parfois, ça enferme déjà l'enfant, ça enferme aussi le parent, ça peut lui mettre la pression aussi, du coup. Alors, donc, je ne veux pas jouer parce que je suis censé avoir un rôle de tuteur, mais j'ai pas tellement envie de faire ça en ce moment, là, maintenant, parce que je prends du bon temps, je visite un site, alors que finalement, si on laisse libre, avec des choses accessibles par contre pour tout le monde, parce que c'est ça le problème. Et le problème est que quand on est dans des âges très, très, très bas, là, au bout d'un moment, est-ce que les grands vont aussi il ne faut pas tout prévoir, chercher à tout prévoir, tout encadrer, je comprends. Camille, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, j'aimerais bien rebondir et profiter justement de cette question du jeu de rôle pour répondre aussi un peu à la question que vous évoquiez juste avant sur le pullulement du numérique. Et je souscris complètement à ce que tous mes camarades de panel ont dit. Et tout ce que les enquêtes qu'on lit et que j'ai pu mener montrent, c'est que quand un dispositif numérique est utilisé juste comme ça, sans fond, sans sens, il est identifié comme un gadget très très vite par les visiteurs et le public qui le rejettent assez facilement. Il y a plein de cas d'échecs en termes d'usage de dispositifs qui ne sont pas utilisés. Et je me rappelle très bien d'une étude que j'avais menée où justement le directeur du musée, on a eu beaucoup discuté et la conclusion c'était qu'un contenu savant sur une tablette reste un contenu savant sur une tablette. Et il ne sera pas plus facilement appropriable s'il est sur un écran. D'où l'importance, et j'en arrive à la relation avec votre question, de la construction du récit que va faire le musée par rapport à cet outil. C'est-à-dire pourquoi il l'utilise et comment il donne à comprendre aussi son utilisation et son usage. L'utilisation, c'est-à-dire comment on se sert du bazar, on va dire, et puis son usage, c'est-à-dire à quoi est-ce que ça sert. Et dans les enquêtes que j'ai pu mener sur le jeu, où la question, c'est plus seulement celle du récit, mais celle de la fiction aussi, on s'est rendu compte que les petits comme les grands, les parents comme les enfants, et ça vient justement travailler leur relation entre adultes et enfants, sont redoutables au moment de l'interprétation justement de la qualité de la fiction. Et on voit bien qu'il y a des attentes très fortes sur la cohérence de ce que va dire le musée sur l'usage de ce dispositif-là par rapport à un autre, ou sur la fiction qu'il raconte et dans laquelle il emprunte, on va dire, son dispositif. Et j'en veux pour preuve des petites filles qui racontaient, quand je leur demandais de me dire à quoi servait ce jeu et quelle était l'histoire derrière le jeu, elles me racontaient des trucs qui n'avaient jamais été dits par personne. Elles inventaient complètement des éléments narratifs pour donner un peu plus d'épaisseur à l'histoire que le musée racontait. Et je veux aussi prendre un autre exemple. Dans le cas du musée Cernucci dont je vous parlais tout à l'heure, le but du jeu était de fabriquer une collection et de la ramener donc fabriquer une collection en visitant le monde et la ramener à Paris. Et une maman nous a dit un jour, écoutez, moi, il y a quand même... moi, ça me pose question. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, en 2017, à mon enfant, qu'on va aller chercher des objets dans le monde et les ramener en France à l'heure où on a plutôt tendance à rendre des objets à des communautés. Donc, au-delà de l'anecdote de cette maman qui avait du coup une interprétation critique du but du jeu, c'est quand même extraordinaire de voir à quel point les gens prenaient au sérieux ce que le musée racontait et le rôle qui leur était du coup confié. Et comme dans ce type de dispositif, le rôle qu'on nous demande de jouer et le rôle que prend le musée
a une importance énorme. Donc voilà, je ne réponds pas complètement à la question du parent, mais à la question de l'importance en fait qu'accordent les visiteurs à la façon dont le musée se positionne par rapport à l'usage du numérique. Bien. Il me vient une question et je la poserai même, en fait, je vais vous la poser à vous, mais surtout dans la salle, aux personnes qui travaillent dans les musées d'art. Parce que depuis le début, on parle d'apprentissage, de jeu, que ce soit ludique, du contact, que ce soit tactile, qu'on touche, qu'on parle, qu'on communique, qu'on échange. Qu'est-ce qu'on fait dans les musées d'art où on va voir des toiles et des sculptures? Je sais qu'il y a des programmes. Je sais qu'il y a des programmes ici, entre autres à Québec, au Musée des Beaux-Arts. Mais l'apprentissage, plutôt non l'apprentissage, mais la conquête des jeunes publics, est-ce que c'est plus compliqué à faire dans les musées d'art? Je lance la question. Je ne sais pas s'il y aura une brave ou un brave qui voudra aller au micro pour répondre un peu. Oui, merci. Je vais vous demander de vous identifier. Donc, je suis Sylvie Pelletier. Je travaille au Musée d'art contemporain de Montréal. Oui. Je vous dirais, on peut faire plein de choses. Il y a, pour moi, musée de sciences, musée d'histoire, musée de civilisation. Une formule qui est très appréciée par enfants, c'est une visite, mais qu'on adapte au niveau du temps, donc un 30 minutes, où souvent on va faire travailler les parents, les enfants en équipe, mais sans leur donner de rôle. Ensuite, l'importance de la discussion dans la famille. Nous, ce qu'on remarque, c'est que les parents aiment faire cette activité-là pour être avec les enfants et parler. On va au cinéma, on ne peut pas parler. Ben, il ne faut pas. Au théâtre non plus. Donc, ce qu'on offre, nous, c'est des ateliers de création. On va s'inspirer d'une technique qu'un artiste utilise ou un médium ou un élément de démarche. Et c'est un atelier de création. Parfois, c'est des œuvres collectives, parfois individuelles. Et là, il n'y a plus de rôle parce que c'est souvent l'enfant qui va être qui va dire à son parent, « Ben voyons, fais pas ça comme ça. » Donc, on essaie de briser ça. Mais en salle, ça fonctionne aussi très bien de faire des mises en situation. Si tu étais directeur du musée, quelle œuvre tu choisirais? Il n'y a pas de... Et quelle place occupe le numérique dans ces activités-là? Je dirais assez peu, trop peu. C'est pour ça que je suis ici. Oui, tout à fait. Dans les ateliers de création, il faut dire, une fois de temps en temps, on fait des ateliers de création numérique. Donc, on va faire avec Photoshop, avec de l'animation. Donc, c'est la même formule, mais au lieu d'être des pinceaux, ce sont des ordinateurs. Et pourquoi vous dites trop peu? Vous estimez qu'il n'y en a pas assez? Qu'est-ce qui manque du fait qu'il n'y en ait pas assez? Hein? Où est le problème pour que vous pensiez qu'il n'y en ait pas suffisamment? C'est pas nécessairement le problème, c'est l'idée de vouloir diversifier, parce que je pense que, tout le monde le sait, on vit vraiment une époque de segmentarisation des clientèles à tous les niveaux, que ça soit... On ne s'assoit plus pour écouter le programme de télé le dimanche soir. Il y en a un qui va faire ça, un qui va faire ça, un qui va faire ça. Donc, c'est l'idée, en fait, c'est un souhait que j'ai que mon institution développe d'autres activités. Et parmi celles-ci, je crois que c'est évident que le numérique a sa place. Je comprends. Merci beaucoup d'avoir répondu à ma question. Ça me fait plaisir. Je vois qu'il y a une autre personne qui veut relancer, puis après ça, on reviendra à M. Chaffardon. Oui, mais je change complètement de sujet. En fait, je voudrais Chloé Gouveia du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation. Je voudrais rebondir sur ce que, je ne sais plus qui l'a dit, mais sur le fait que les parents disent « ben moi, j'ai envie qu'ils décrochent des écrans, puis j'arrive au musée, puis il y a encore des écrans. Puis en tant que jeune adulte, je dois avouer que, justement, il y a peut-être trop de frénésie par rapport à cette technologie. J'aime l'outil, j'aime le fait que ce soit un bon média pour apprendre de manière ludique, mais j'avouerai que je suis quand même un peu sceptique sur le fait qu'en ce moment, il y a encore des gens qui viennent au musée pour avoir comme cette espèce de pause par rapport à la frénésie de la société actuelle. Puis il y a aussi le fait que, par exemple, au Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation, on a une clientèle assez âgée. Donc, si nous, on se tournait vers beaucoup de numérique, on ferait une cassure vraiment énorme. Oui, on attirerait plus de jeunes publics, mais ceux qui viennent... je ne sais pas, parce que nous, on a quand même beaucoup de reconstitution avec nos meubles historiques. Ils vont se replonger dans une époque qu'ils ont connue ou entendu parler, qui leur semble proche.
Donc, si on met du numérique, à quel point ça va être bien perçu, puis justement, est-ce qu'ils vont vouloir amener avec eux les jeunes, enfin, je sais pas, la notion intergénérationnelle, en tout cas dans le musée, est importante. Vous n'êtes pas convaincu que ça serait... Ben, en tout cas, aujourd'hui, il y a encore, on va dire, des gens qu'on va appeler ça des dinosaures, puis même moi, des fois, je me sens dépassée par tout ce qu'on est capable de faire, donc je sais pas, vous, comment vous le percevez, en tout cas. OK, mais vous exprimez quand même ce doute-là, c'est bien, merci beaucoup. Oui. Moi, je trouve que ça correspond tout à fait à ce que vous avez dit. Pour moi, alors moi, je suis à 140% d'accord avec ce que vous dites, parce que en fait, il y a un enjeu terrible au niveau des familles quand on vient visiter nos sites. Il y a des familles recomposées, les gens travaillent de plus en plus, n'ont pas assez de temps avec leurs enfants, on court tous derrière le temps. Et en fait, là, on a une espèce de bulle temporelle quand on va dans un musée, comme vous l'avez dit, par rapport au cinéma, mais c'est exactement ça, où on va pouvoir partager. C'est un moment hyper privilégié qu'on doit proposer, en fait, aux visiteurs familles. C'est une chance de pouvoir proposer ça, en fait, dans la société actuelle. Et presque, on a une responsabilité par rapport à ça, moi, je trouve, de permettre ces échanges et de créer un lien peut-être un peu différent en proposant aux visiteurs de faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Parce que finalement, c'est ça aussi l'idée. C'est qu'on vient dans un musée, on va faire quelque chose qu'on ne peut pas faire à la maison, qu'on ne peut pas faire, je ne sais pas moi, à l'école, qu'on ne peut pas faire dans un autre tiers-lieu, par exemple. Et c'est ça que le public recherche. Donc moi, je suis tout à fait d'accord. Bon, si le numérique peut servir comme lien là-dedans, bah, tant mieux. Mais le numérique, il est déjà beaucoup utilisé à la maison. Alors peut-être pas tous les produits. Et là, moi, j'ai juste une petite remarque à faire sur la réalité virtuelle, parce que en tant que centre de sciences, ça nous préoccupe beaucoup. Enfin, ça nous intéresse, la réalité virtuelle. Justement, on peut aller sur Mars, quoi. Il y a des images numérisées de Mars. Vous pouvez prendre vous êtes dans Mars. Bon, moi, les exposants qui pourraient nous en parler aussi. Bon, c'est super intéressant, mais quel lien par rapport à cette famille on va créer? On n'est pas, à mon sens, encore arrivé à des outils qui permettent de partager ensemble. Ça vient, ça commence à venir, on commence à connecter les expériences virtuelles. Mais on attend, en fait, ça avec impatience, quoi. C'est-à-dire, là, oui, on rejoindra l'objectif de pouvoir proposer quelque chose de collectif qu'on ne peut pas faire ailleurs, et si possible, qu'on partage dans l'instant. C'est-à-dire qu'on puisse aussi communiquer, échanger nos impressions, discuter, et pas être cloisonné individuellement. Ben, finalement, et la remarque de Madame et la remarque de M. Chaffardon, en fait, c'est la conclusion idéale.